Vérité au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo et le PNUD renforcent leur coopération pour la nouvelle année. Depuis ce matin, les deux parties évaluent les programmes exécutés en 2021 pour mieux planifier ceux de 2022. À découvrir dans ce journal. Et l'Organisation mondiale de la santé, elle soutient la sécurité routière au Togo. Un projet a démarré à Kpalimé pour permettre de limiter et réduire considérablement les accidents de circulation dans notre pays. Les détails dans ce journal. Et puis le Togo célèbre la journée de l'alimentation avec quelques semaines en différé. L'occasion était offerte une fois encore pour lancer un appel à un monde sans fin. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres est réuni ce jour sous la présidence du chef de l'État Forest Zimna Nyazingbe après le compte-rendu du ministre des Armées sur l'attaque subie par le contingent togolais de la MINUSMA au Mali et la ferme condamnation du gouvernement. Le Conseil a examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Le compte-rendu avec le ministre en charge des droits de l'homme, porte-parole du gouvernement, Christian Primo. Communiqué du Conseil des ministres du 14 décembre 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 14 décembre 2021 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République. À l'entame du Conseil, Madame la ministre des Armées a rendu compte au Conseil de l'attaque subie par le contingent togolais déployé au Mali dans le cadre de l'opération de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et qui a occasionné la mort de 7 soldats togolais et blessé grièvement 3 autres. Le Conseil des ministres a fermement condamné l'attaque et a présenté ses condoléances au chef suprême des armées, son Excellence, M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République, ainsi qu'aux familles éplorées. Il a réitéré ses encouragements à nos soldats et les a félicités pour leur engagement au service de la paix. Enfin, le Conseil a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil a examiné 3 projets de décret et écouté une communication. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné en 2e lecture le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Le Conseil a ensuite examiné en 1re lecture un projet de décret portant régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. L'étude de ces textes, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, se poursuivra ultérieurement. Le Conseil a examiné un dernier décret instituant la gratuité de la délivrance des actes de naissance au Togo. Afin de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale, conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Essozmna Nyasingbe, président de la République, a décidé de la gratuité de l'établissement des actes de naissance sur toute l'étendue du territoire national à compter du 1er janvier 2022. Cette mesure vise à contribuer à l'enregistrement systématique des naissances dans les centres d'état civil sur toute l'étendue du territoire national et à renforcer la protection sociale de nos concitoyens. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative au projet de modernisation
et de renforcement des capacités de l'administration publique pour la délivrance des services, présenté par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Ce projet en cours d'élaboration, avec l'appui de la Banque mondiale, vise à améliorer et à renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour répondre aux ambitions et aux objectifs de la feuille de route gouvernementale, tout en amorçant la transformation profonde de l'administration et des services publics. Il contribuera à une meilleure accessibilité aux services publics et à l'amélioration de la qualité des prestations fournies aux citoyens conformément aux priorités de développement du Togo. Fait à Lomé le 14 décembre 2021, le Conseil des ministres. Et au titre des décisions prises en Conseil ce mardi, la gratuité de délivrance des actes de naissance au Togo. Comment cela sera mis en exécution concrètement et que vise une telle décision? Eh bien, le porte-parole du gouvernement s'est confié aux journalistes au terme du Conseil. La décision du président de la République, qui va être appliquée à partir du 1er janvier 2022, c'est que sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les centres d'état civil du Togo, quelles que soient les communes, la délivrance des actes de naissance doit désormais être faite à 0 francs aux citoyens. Donc vraiment gratuite à 0 francs. Et j'insiste sur le mot 0 francs. Il ne s'agit pas de faire une compensation. Il ne s'agit pas de donner une contribution ou une sorte de tiers payant. C'est vraiment 0 francs. Et évidemment, cette décision est très importante parce que vous avez évoqué la question de l'enregistrement biométrique qui va venir, donc qui va compléter le dispositif qui est mis en place actuellement. Et nous espérons qu'à partir du moment où l'établissement des actes de naissance est devenu gratuit dans notre pays, les parents iront systématiquement enregistrer les enfants. Vous savez que le délai d'enregistrement d'un enfant à l'état civil quand il est né, c'est 45 jours entre la date de naissance et les 45e jours. Au-delà des 45 jours, vous êtes obligé de faire un jugement, ce qu'on appelle communément un jugement supplétif. Et donc, le jugement supplétif, c'est une procédure qui passe par le tribunal. Et là, il y a un coût, en revanche. Donc, nous espérons que vous allez nous aider en tant que partenaire, vous qui êtes des médias, à relayer suffisamment cette information pour que nos parents puissent amener nos frères, nos sœurs qui naissent ou ceux qui sont encore en bas âge actuellement et à pouvoir faire cette inscription rapidement, de sorte que chacun puisse avoir un acte de naissance au Togo. À la 60e session... Voilà donc un extrait du point de presse qui ayant suivi le compte-rendu du Conseil des ministres. Vous suivrez l'intégralité donc de ce point de presse en fin d'édition. Et on évoque dans cette édition le 60e sommet ordinaire de la CEDEAO qui a été particulièrement marqué par l'adoption de la vision 2050 de la CEDEAO par les chefs d'État et de gouvernement. Il s'agit d'une feuille de route stratégique pour relever les défis liés au développement de la sous-région ouest-africaine. Voyons cela avec Joseph Amiga. 60e session ordinaire de la CEDEAO tenue à Abuja, le président de la République Faure Sosbna Gnassingbé et ses pairs ont adopté la vision 2050 de l'organisation, une feuille de route stratégique pour relever les défis multidimensionnels liés au développement durable des États membres et à l'approfondissement de l'intégration ouest-africaine. Ce nouvel agenda est articulé autour de 5 piliers fondamentaux: la paix, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et l'état de droit, l'intégration économique et l'interconnectivité, la transformation et le développement inclusif et durable, ainsi que l'inclusion sociale. Pour une meilleure implémentation de cette feuille de route régionale, les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Les leaders ouest-africains ont réaffirmé leur détermination à lutter contre le terrorisme. Il est prévu un soutien pour la planification et la conduite de ces opérations dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2020-2024 pour l'éradication du terrorisme sous toutes ses formes dans la région. La conférence encourage les États membres à poursuivre la mise en œuvre d'une politique économique saine, susceptible de soutenir une relance économique inclusive, durable et créatrice d'emplois.
En ce qui concerne la monnaie unique, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO exhortent les États membres à prendre les mesures idoines afin de se conformer aux dispositions du pacte de convergence et de stabilité macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO à partir de 2022 dans les perspectives du lancement de l'ECO en 2027. Dans cette dynamique, la conférence a réaffirmé son engagement en faveur de la consolidation de l'union douanière de la CEDEAO et demande aux États membres la ratification et le dépôt des instruments de ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF. Les chefs d'État et de gouvernement ont instamment souhaité aux États membres de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie liée au Covid-19 et la réouverture des frontières terrestres de la CEDEAO à partir de janvier 2022. Les dirigeants ouest-africains ont également exprimé leurs vives préoccupations au sujet des différents problèmes environnementaux qui entravent le développement économique et social. Une déclaration sur le changement climatique a été adoptée en vue de faire face à cette problématique. Pour la mise en œuvre efficace du programme de coopération entre le Togo et le PNUD, les deux partenaires s'engagent tous les ans dans le processus de revue et de programmation annuelle des plans de travail. Et ce matin, les acteurs concernés se prêtent à l'exercice. Ils vont ensemble analyser les progrès réalisés par rapport aux résultats planifiés, identifier les freins et prendre de bonnes décisions en vue de l'élaboration des plans de travail pour 2022. Voyons cela avec Christine Pétchekialodé. La promotion de la gouvernance, le renforcement de la cohésion sociale et l'accès aux services sociaux de base, autant de préoccupations qui constituent l'ossature des interventions du PNUD au Togo. L'amélioration des conditions de vie des populations est l'objectif phare des différents programmes et projets. Quel est le niveau de réalisation pour le compte de l'année 2021 et quel impact sur le terrain? Le PNUD et l'ensemble des acteurs concernés sont à l'heure du bilan. Pour 2021, nous nous rédigeons tous, le gouvernement, les partenaires de la société civile, que nous ayons pu au moins réaliser les ressources qui étaient mises à notre disposition à plus de 100%. Au niveau des réalisations physiques, je crois que les interventions sont dans divers domaines qui sont liés aux axes de la gouvernance démocratique, la gouvernance institutionnelle, les questions de paix, les questions d'extrémisme violent. Au niveau de l'environnement, les questions liées un peu au changement climatique, à la bonne gestion des terres, la problématique de l'emploi des jeunes, c'est une question sur laquelle nous avons beaucoup travaillé durant l'année. La feuille de route gouvernementale 2020-2025 est le cadre cohérent qui guide l'ensemble des interventions. Nous allons élaborer notre nouveau document de programme à partir de 2022 pour que le prochain cycle 2023-2027 puisse répondre davantage aux attentes du gouvernement togolais, aux attentes des populations et qu'il reste aligné sur les priorités nationales. L'exercice offre aussi l'opportunité de dégager de nouvelles pistes et des mesures correctives en vue de l'élaboration du plan de travail 2022. Autre partenariat en œuvre, celui entre les ministères de la Sécurité, des Transports et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Partenariat traduit ce jour par le projet pilote de renforcement de la sécurité routière. De quoi s'agit-il? Les réponses dans ce reportage de Ramdan Bassina. Selon les données statistiques routières au Togo, au premier semestre 2021, 3815 accidents ont été enregistrés. Ils ont occasionné 346 morts et 4721 blessés. Comment arrêter cette hémorragie qui ne cesse d'endeuiller les familles et impacter l'économie nationale? Les ministères de la Sécurité, des Transports et l'OMS mettent en place de nouvelles stratégies. Le projet pilote de renforcement de la sécurité routière est né. Les accidents de la route constituent un véritable défi, mais aussi un véritable problème majeur de santé publique. La plupart de ces accidents sont dus à l'excès de vitesse, le manque d'entretien de nos véhicules et autres engins et, plus généralement, le non-respect du code de la route. Ce projet pilote n'est que la continuation d'une franche collaboration entre nos institutions pour des actions synergiques qui visent à lutter efficacement contre les accidents. Des chiffres qui font froid dans le dos
et qui interpelle les différents acteurs à plus d'actions concrètes. Ce projet vise à renforcer la sécurité routière en contribuant à réduire de manière significative le nombre d'accidents sur la voie publique au Togo à l'horizon 2025. Cette phase pilote permettra d'organiser un examen de permis de conduire au profit de plus de 7000 conducteurs de taxi-moto à 2 et à 3 roues et d'intensifier les activités de sensibilisation des usagers de la route sur le code de la route et les dangers de certains comportements et dont l'efficacité ne fait plus aucun doute. L'axe prioritaire qu'est le permis de conduire de catégorie A pour les engins à 2 et 3 roues est en cours d'exécution à Kwalimé, une démarche que les syndicats et acteurs de la société civile encouragent. Je dis à mes camarades conducteurs ici de se soumettre et de cultiver la patience aussi, respect au code de la route. Nous comptons d'abord faire l'inventaire de tous les conducteurs de taxi-moto et de tricycles par préfecture, les organiser et les conscientiser à ce qu'ils obtiennent leur permis de conduire. Le renforcement des mesures de sécurité telles que le port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité, le test d'alcoolémie, entre autres, vont se poursuivre de plus belle. Hors du Togo, les heures de Barkhane sont comptées à Tombouctou, au Mali. L'opération française cède le contrôle de cette base militaire à l'armée malienne et la France se désengage ainsi du nord et du centre du Mali. À Tombouctou, au Mali, les troupes de l'armée française préparent leur départ. À quelques jours de partir, les soldats effectuent leur dernière patrouille dans les rues de la ville. Un départ symbolique, plus de 8 ans après la première intervention de la France sur le territoire. En février 2013, François Hollande, alors président de la France, avait déclaré le début de l'intervention militaire dans cette zone afin de combattre les groupes djihadistes. Depuis cette date, Paris a envoyé plus de 5000 militaires dans la région du Sahel. Mais depuis juin 2021, la politique française a changé. Emmanuel Macron a annoncé retirer une grande partie de ses troupes de la zone. D'ici à l'année prochaine, au moins 2000 soldats devraient quitter leur base. Près de l'aéroport de Tombouctou, le matériel des troupes françaises est prêt à être expédié. Les forces françaises ont d'ores et déjà commencé ce processus et sont partis des villes de Kidal et Tessalit, dans le nord du pays. Retour en page nationale avec cette première journée scientifique du département de sociologie à l'université de Lomé. Et depuis ce matin, des enseignants, chercheurs et étudiants du Togo et d'ailleurs tablent sur plusieurs thématiques. Le compte rendu avec Sandra Agoutier, Aboza Dadja et Ulrich Amiga. Transition politique, urbaine, énergétique et culturelle. Autant de mutations qui bouleversent les sociétés africaines. Pour y faire face, une rencontre scientifique sur les questions d'ordre social et sociétal est initiée par le département de sociologie de Lomé. Étudiants et enseignants-chercheurs convergent leurs réflexions sur la transition dans les Suds, état des lieux et perspectives. Nous sommes à une phase, aujourd'hui on parle de l'industrialisation au Togo avec les initiatives de la plateforme industrielle d'Adétikopé, PIA donc. Il faut voir quelles sont les transitions qui ont permis d'arriver là-bas, les transitions énergétiques, les transitions en termes de gestion urbaine, les transitions en termes de mobilité, les transitions alimentaires, les transitions sanitaires, etc. Si cet état de lieu est fait, il revient aux sociologues de lancer de nouvelles perspectives pouvant aider les États à prendre des décisions idoines en vue de réussir le projet de PIA et tout autre projet pouvant concourir au développement du Togo. 4 panels au menu de cette messe scientifique. Venus des universités de Lomé, Kara, Joseph Kizerbo et de l'École normale supérieure d'Atapamé, ces chercheurs vont mûrir des réflexions sur les défis et enjeux de l'heure. Une première édition qui annonce de belles perspectives.
Et un peu plus de 2 mois après, le Togo célèbre en différé la journée mondiale de l'alimentation. La place FAO à Lomé a accueilli l'événement en toute sobriété, Covid-19 obligé. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont une fois de plus invité la population à ne pas cesser de lutter pour un monde sans faim. Marie-Ange Bida, pour des précisions. Des fruits, des légumes en accessoires, des corps plantés. L'alimentation mise en évidence à la place FAO à Lomé. L'édition 2021 de la Journée mondiale de l'alimentation célébrée en différé au Togo. Le contexte sanitaire empire la situation, la faim gagne du terrain. Il faut agir au plus vite. La FAO appelle le monde entier, que ce soit les journalistes pour communiquer, que ce soit les agriculteurs pour produire davantage en utilisant peu de ressources, en utilisant moins d'éléments chimiques qui mettent en danger la vie des populations et l'environnement, et en adoptant des systèmes alimentaires efficaces, efficients et durables pour que notre aliment ne soit pas source de notre maladie. Depuis 40 ans, le Togo lutte pour l'alimentation et la nutrition. Les années passent, les actions sont renforcées pour faire face aux défis. L'alimentation et la nutrition occupent une place importante dans l'agenda du chef de l'État qui voudrait que toute la population togolaise puisse manger à sa faim et surtout se baser sur la production nationale. Donc c'est l'un des aspects de la feuille de route du gouvernement, l'horizon 2025, qui vise à produire en quantité afin de couvrir les besoins nationaux, mais aussi alimenter les unités de transformation que nous avons sur le territoire et aussi développer les exportations. La cérémonie officielle d'un côté, de l'autre, exposition des produits locaux. Jus, farine fermentée, produits laitiers, miel, chocolat et autres. En ce jour, chaque Togolais est appelé à limiter le gaspillage des aliments, développer l'agriculture familiale et promouvoir d'autres cultures. Et la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation au Togo a été couplée de la 25e édition de l'opération Téléfood et des producteurs ont reçu du matériel de travail pour leur permettre de produire plus pour un monde sans faim. Nous retrouvons Marie-Ange Bida. Un pulvérisateur pour Elvis, une machine égreneuse pour Gbedema. 2 bénéficiaires de l'opération Téléfood. Les activités champêtres s'annoncent désormais moins fatigantes. En tant que jardinier, nous allons utiliser chaque jour les pulvérisateurs pour mener des luttes contre les insectes et les chenilles qui nous embêtent. Avant, on utilisait la main pour égrener nos maïs. Mais avec ce don qui nous est octroyé, je crois que ça va nous faciliter la tâche. Et on va égrener nos maïs rapidement et proprement. Opération Téléfood, 25e édition. Le concept, une réponse aux difficultés des producteurs. L'opération Téléfood vise à soutenir et renforcer leur capacité productive. C'est l'occasion de lancer un appel à tous les acteurs sur le plan national pour qu'en 2022, ils puissent inscrire dans leur programme de responsabilité sociétale des lignes pour venir en appui aux acteurs du monde agricole. L'idéal pour les États, c'est d'amener les populations à un monde sans faim. Investir dans l'agriculture reste la solution. Producteurs, transformateurs, consommateurs, nous pouvons y arriver ensemble. À ce jour du mardi 14 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 442. 26 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 952. 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 247 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mardi. Je suis
Eli Goka Adokano de Radio Métropolis. Monsieur le ministre, un débat général a été fait au cours du Conseil des ministres de ce jour sur la réglementation de la caution, la garantie de loyer du bail d'habitation. Nous posons la question de savoir quelles mesures contraignantes l'État prendrait-il pour amener les bailleurs à respecter ces nouvelles dispositions qui arrivent. Je vous remercie pour cette question qui est d'intérêt national, puisque tous nos compatriotes sont intéressés par les questions du logement et en particulier le coût du logement, le coût des loyers, les garanties qui sont exigées par les propriétaires pour pouvoir faire face autant aux dégradations qu'aux garanties des impayés de loyer. Et le Conseil des ministres, si vous vous en souvenez, avait déjà fait un premier examen en première lecture de ce texte il y a quelques mois. La réflexion se poursuit avec les ministres concernés, le ministre de l'Urbanisme et de la Ville notamment, et tous les collègues. Et il a été demandé au ministre de produire une étude sur l'état des loyers qui sont appliqués aujourd'hui dans nos préfectures, dans nos régions, dans nos grandes villes, de sorte à éclairer le Conseil sur les bonnes décisions à prendre concernant la fixation des garanties que vous évoquez. Et donc, le débat qui a été mené aujourd'hui concernait la restitution qui a été faite par le ministre sur les études statistiques du coût des loyers, des garanties telles qu'elles sont appliquées dans nos villes et dans nos préfectures. Et on note globalement qu'il y a des grands écarts dans les applications. Certains vont de 0 jusqu'à 24 mois dans certains endroits qui sont exigés, une moyenne 10 mois, 9 mois, 6 mois partout. Donc, le débat a permis surtout au Conseil de pouvoir mesurer les écarts, les amplitudes d'écarts qui existent, de mener la réflexion de sorte que dans l'examen qui va suivre du texte postérieurement, que nous puissions ensemble réfléchir à la bonne mesure pour fixer les garanties qui sont les plus adéquates et les plus conformes aux souhaits de nos compatriotes. Et donc, c'est à cela que le débat a servi en général. Sur les garanties ou les moyens de contrainte que vous évoquez, naturellement, ils seront élaborés dans le test qui va venir. Donc, je ne pourrai pas vous répondre maintenant parce que le test est encore en cours d'examen par le Conseil des ministres et fera l'objet d'une prochaine lecture. Je suis Adam Adjuronou du journal Vision d'Afrique. Dans votre rendu du Conseil des ministres, vous avez fait cas du décret instituant la gratuité de la délivrance des actes de naissance au Togo. J'aimerais savoir est-ce que ce décret est à l'aune de l'enregistrement biométrique potentiellement annoncé dans le cadre des prestations? La question de l'enregistrement est une préoccupation très importante dans notre pays. On l'a souvent évoqué, vous l'avez souvent entendu. Elle conditionne les pièces d'identité, la carte d'identité, elle conditionne également le certificat de nationalité, elle conditionne la carte nationale d'identité, les passeports, etc. Donc, c'est un élément fondamental pour chacun de nos citoyens et chacune des personnes qui vivent sur notre territoire. Il se trouve que l'étude qui a été présentée par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, des collectivités et du développement du territoire, démontre que sur les 117 communes que nous avons des disparités dans l'application. Il y a des communes où l'application est gratuite, à 0 francs. Et puis, il y en a qui prennent jusqu'à 2000 francs. Donc, on a également un tarif qui est appliqué par commune et qui est très variable. Naturellement, le coût rentre dans le fonctionnement des communes et donc, il y a un coût à cet exercice-là. Alors, ce que l'État se propose de faire ce matin, la décision du président de la République, qui va être appliquée à partir du 1er janvier 2022, c'est que sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les centres d'état civil du Togo, quelles que soient les communes, la délivrance des actes de naissance doit désormais être faite à 0 francs aux citoyens. Donc, vraiment gratuite à 0 francs. Et j'insiste sur le mot 0 francs. Il ne s'agit pas de faire une compensation. Il ne s'agit pas de donner une contribution ou une sorte de tiers payant. C'est vraiment 0 francs. Et évidemment, cette décision est très importante parce que vous avez évoqué la question de l'enregistrement biométrique qui va venir, donc qui va compléter le dispositif qui est mis en place actuellement. Et nous espérons qu'à partir du moment où l'établissement des actes de naissance est devenu gratuit dans notre pays, les parents iront systématiquement enregistrer les enfants. Vous savez que le délai d'enregistrement d'un enfant à l'état civil quand il est né, c'est 45 jours entre la date de naissance et les 45e jours. Au-delà des 45 jours, vous êtes obligé de faire un jugement, ce qu'on appelle communément un jugement supplétif. Et donc, le jugement supplétif, c'est une procédure qui passe par le tribunal. Et là, il y a un coût, en revanche. Donc, nous espérons que vous allez nous aider en tant que partenaire, vous qui êtes des médias, à relayer suffisamment cette information
pour que nos parents puissent amener nos frères, nos sœurs qui naissent ou ceux qui sont encore en bas âge actuellement, et à pouvoir faire cette inscription rapidement, de sorte que chacun puisse avoir un acte de naissance au Togo et que le complément biométrique qui va venir puisse avoir un support d'identité. Si on vous enregistre biométriquement et que vous avez un acte de naissance, alors votre identité est véritablement sûre dans la base de données. Donc il me semble que les deux procédures vont se rejoindre parce que l'état civil va venir confirmer l'identité biométrique qui va être élaborée. Moi, c'est Jacques Lémon de la radio Auréole. Concrètement, qu'est-ce qui se fera au niveau du gouvernement pour motiver ces parents ou les populations à adhérer à cette initiative-là? Aujourd'hui, on identifie à peu près 2 grands obstacles qui ont fait que jusqu'à maintenant, une part de nos compatriotes ont un peu de mal à aller faire l'enregistrement. Nous ne pensons pas que c'est de la mauvaise volonté. Nous pensons qu'il y a ces 2 obstacles. Le premier obstacle, c'était celui du coût. Dans certains milieux, notamment des milieux un peu reculés, des familles un peu fragiles ou, comme on dit, vulnérables, n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir faire cet exercice. Le deuxième obstacle, c'était l'information. Beaucoup ne savent pas qu'il faut faire cet enregistrement dans les 45 jours de la naissance. Et qu'au-delà des 45 jours, on change de procédure pour faire ce qu'on appelle le jugement supplétif, c'est-à-dire une requête civile valant acte de naissance devant un tribunal. Et celui-ci fait l'objet de toute une procédure judiciaire pour aboutir à l'établissement de l'âge. Et vous verrez d'ailleurs que l'âge est à peu près approximatif à ce moment-là, parce qu'il est presque fixé par le juge de manière en tenant compte d'un certain nombre de critères. Alors que si vous le faites dans les 45 jours, vous avez votre date exacte de naissance qui est reproduite sur votre acte de naissance et donc qui est plus sûre par rapport à vous-même. Donc sur ces 2 obstacles, le premier qui est lié au coût, le gouvernement vient de l'abolir à partir du 1er janvier, puisqu'à partir du 1er janvier, l'acte de naissance coûtera à chacun de nous 0 francs. Encore une fois, 0 francs. Sur le second volet, il faut maintenant porter l'information à toutes les familles et dans les coins les plus reculés dans notre pays pour que chacun sache que lorsque votre enfant naît, vous vous présentez à un centre d'état civil dans le cadre de votre commune, on vous délivrera ce document et vous pourrez repartir avec. Et vous n'aurez plus les contraintes liées à l'inscription à l'école de l'enfant plus tard, quand il va rentrer à l'université, etc. Toutes les difficultés que nous connaissons sur le cheminement scolaire de nos enfants parce qu'il leur manque un acte de naissance. Donc là, il y a un vrai partenariat de communication à faire avec les médias publics et privés pour pouvoir porter l'information, avec la société civile également, de sorte que tous ces acteurs qui interviennent dans ce champ social puissent communiquer autour de cela et motiver nos parents à pouvoir faire cette inscription. Est-ce à dire qu'à l'avenir, les jugements supplétifs ne seront plus autorisés? Non, les jugements supplétifs continueront. Pour la simple raison que si vous prenez déjà aujourd'hui, vous avez tous ceux qui ont déjà passé les 45 jours. Donc, ils n'ont plus que la solution d'un jugement supplétif, c'est-à-dire saisir le tribunal du lieu de leur domicile pour faire rapidement établir un acte valant acte de naissance à leur enfant. Sur cette procédure également, le gouvernement réfléchit à la simplifier et dans les mois à venir, une réflexion se produira là-dessus. Mais pour l'instant, il faut encourager tous ceux qui vont avoir des enfants à partir du 1er janvier à avoir le réflexe spontané d'aller systématiquement les faire inscrire parce que maintenant, ça ne coûtera plus grand-chose. Monsieur le ministre, quel sera le poids de cet engagement de l'État en matière de dépenses publiques qui portera ou supportera la cagnotte? Est-ce que c'est l'État ou les communes? L'étude qui a été faite par le ministre de l'Administration territoriale montre qu'on est à peu près sur un coût global pour les 117 communes d'à peu près 240 millions, 300 millions d'investissements. Donc le gouvernement se propose donc d'assumer désormais ce coût. Parce que quand on dit c'est gratuit, bien évidemment, quelqu'un paye derrière. C'est gratuit pour le citoyen, mais l'État va assumer désormais ce coût. Un mécanisme va être mis en place pour rembourser chacune des communes à partir d'une évaluation qui va se faire sur la base du nombre d'actes qui ont été enregistrés dans les états civils qui sont dans le ressort territorial de cette commune-là, et un dispositif de remboursement va être mis en place entre le ministre de l'Administration territoriale, le ministre des Finances et les collectivités territoriales. Donc le coût est pris en charge par l'État, assumé par l'État. Un dispositif de remboursement périodique va se mettre en place et sera communiqué aux maires de toutes les communes du Togo. Vous avez fait cas d'une communication relative au projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration publique pour la délivrance des services. Il s'agit précisément de quel service? Alors ce projet est très important parce qu'il s'inscrit dans la chaîne de modernisation de l'administration qui a commencé depuis un certain temps. Il viendra renforcer ce qui est déjà entamé. Vous savez, l'axe 3 de la feuille de route du gouvernement évoque la modernisation des structures de l'État.
et l'administration est un pôle important de structure de l'État. Donc l'ensemble des services publics sont concernés par ce projet de modernisation. On va naturellement commencer d'abord par des services pilotes. Un certain nombre de ministères vont être identifiés pour porter la réforme au début. Et ensuite, on va l'étendre à toutes les autres administrations. Peut-être pour rappeler très rapidement les grands axes, il y a la modernisation des administrations, donc des services, il y a leur digitalisation, il y a la prise en compte des services financiers, les mécanismes de paiement, etc., qui seront couverts également par ce projet de modernisation. Donc c'est un projet d'envergure qui s'inscrit dans l'axe 3, qui va couvrir la totalité des services. Mais encore une fois, ce n'est pas le début. On a déjà commencé, le gouvernement a commencé à travailler là-dessus. Et vous avez noté par exemple le lancement du casier judiciaire qui a été fait récemment, qui fait partie de la modernisation également des services publics. Vous avez un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place actuellement et ce projet vient les renforcer et les étendre à toutes les autres administrations. Est-ce que cette modernisation permettra d'améliorer à la hauteur des souhaits et des attentes des usagers les services administratifs et publics? En fait, c'est l'objectif qui est visé. Vous savez, un projet, quand il est mis en place, il vise à moderniser les services et naturellement faciliter la vie des citoyens. Faire en sorte que vous et moi, lorsque nous nous adressons à une administration, que ce soit très simple, très rapide, que nous puissions obtenir ce que nous souhaitons de cette administration. Mais en même temps, ça suppose aussi la contribution des citoyens qui puissent être aussi disciplinés sur l'accès aux services, qui puissent le faire conformément aux règles qui sont établies. Et donc, le but, c'est de faciliter la vie de nos compatriotes, naturellement en les responsabilisant aussi sur l'accès aux services publics. C'est un jeu gagnant-gagnant. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.